Lavrov fait une accusation explosive. Alors que les appels à la reprise des négociations sur le conflit ukrainien se multiplient, Moscou affirme que le problème ne vient pas d'un refus du dialogue, mais d'une succession d'occasions manquées. Dans une nouvelle déclaration, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov revient sur plusieurs épisodes clés, les accords de Minsk, les discussions d'Istanbul et les derniers échanges diplomatiques. Il accuse certains dirigeants occidentaux d'avoir imposé des conditions qui, selon lui, rendent toute négociation impossible. Mais son affirmation la plus marquante concerne le processus lancé en Alaska. Lavrov suggère que certaines initiatives diplomatiques auraient pu servir à gagner du temps plutôt qu'à rechercher réellement un accord. Voici son intervention complète. On s'abonne, on like, on commente et on partage aussi ce que nous vous contenu. Alors les amis, je vous invite à écouter attentivement cette vidéo. Prenez le temps d'écouter cette vidéo. Nous envisageons toujours un avenir radieux, avant tout pour que notre pays vive en toute sécurité et que, nulle part dans le monde, les intérêts des citoyens russes et de ceux qui se considèrent comme faisant partie du monde russe, de la culture russe, ne soient lésés. Je l'ai déjà mentionné dans mon intervention, on nous demande à nouveau d'être prêts à des négociations. Monsieur Costa, après s'être fait réprimander par Macron, a fait machine arrière et a déclaré qu'il ne voyait pas la possibilité de dialoguer avec la Russie, car celle-ci ne serait pas prête à négocier. Voilà sa citation. L'Union européenne ne mène pas de discussion sur des négociations avec la Russie, car Moscou n'a pas démontré sa volonté d'y participer. L'Union européenne ne peut pas être médiatrice, car elle soutient l'Ukraine. Macron a dit à peu près la même chose. Alors de quoi parlez-vous et à quelles négociations appelez-vous ? À des négociations auxquelles l'Europe exige de jouer un rôle décisif, alors que la position à l'égard de la Russie a été formulée par Macron à l'issue du sommet d'Avignon. Nous avons aussi la position de la réunion de Londres entre la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne après leur rencontre avec Zelensky. Là, il n'est absolument pas question d'un quelconque équilibre des intérêts. On exige que nous arrêtions immédiatement, sans libérer les territoires illégalement détenus de la République populaire de Donetsk, entre autres. On nous demande de fermer les yeux sur le déploiement, sur le reste du territoire ukrainien, de forces d'occupation dirigées par les Britanniques et les Français. Ensuite, on exige des réparations. L'Ukraine sera gonflée d'armes grâce à nos fonds volés et pillés à Bruxelles. Et puis, quand nous aurons payé toutes les réparations, on pourra commencer à discuter avec nous. Imaginez ce que cela donne du point de vue de la réputation et de la santé mentale des dirigeants européens qui posent de telles conditions. Nous sommes prêts à dialoguer avec Kiev, comme nous l'avons toujours été. Nous étions prêts à discuter à Istanbul en 1922, lorsque les Ukrainiens ont apporté leurs propositions sur les conditions pour mettre fin à ce conflit tout en garantissant les intérêts légitimes du Donbass. Ces propositions ont été paraphées, et l'on pouvait déjà préparer le traité final pour signature, mais Boris Johnson l'a interdit. Avant cela, en 1915, les négociations sur l'élaboration des accords de Minsk, nous y avons également participé. Ces accords ont été piétinés, bafoués par Berlin et Paris eux-mêmes. J'ai cité l'exemple des négociations organisées par Macron en décembre 2019, où il était explicitement écrit sur papier qu'il fallait appliquer les accords de Minsk, y compris l'octroi d'un statut spécial au Donbass. Rien de tout cela n'a été appliqué, et pas par nous. D'ailleurs, à Paris, en 2019, lorsque Macron, comme les Français aiment le faire avec tant de faste, a réuni ce sommet du format Normandie, des experts avaient préparé en amont un document que les dirigeants devaient approuver. Et le projet d'accord soumis à l'examen du format Normandie incluait en premier point le désengagement des forces et des moyens sur toute la ligne de front. Quand les dirigeants des 4 États se sont assis à la table des négociations, Zelensky a regardé ce document et a dit « Non, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas désengager les forces sur toute la ligne de front. Choisissons 3 points expérimentaux, et sur ces 3 points de la ligne de contact, nous procéderons à ce désengagement. » Le président Poutine a haussé les épaules, Macron n'était pas non plus dans un très bon état quand on lui a dit que le document était prêt, et que Zelensky l'avait remis en cause. Finalement, sur ce point, on s'est mis d'accord pour ne procéder au désengagement que sur 3 sections du front, et le reste a été approuvé. Mais en réalité, ni les exigences politiques du document de Paris concernant l'octroi urgent d'un statut spécial au Donbass, ni son ancrage dans la constitution ukrainienne n'ont été appliqués. Même ce que Zelensky lui-même avait proposé, à savoir le désengagement des forces sur ces 3 points qu'il avait désignés, n'a pas eu lieu. Et pour finir, dernier exemple, en 2025, la Russie s'est prononcée en faveur de négociations directes, nous nous sommes rencontrés à Istanbul, à Genève, je crois, et à Abu Dhabi.
Et la dernière réunion, qui a eu lieu l'été dernier, s'est terminée par le fait qu'en réponse aux regrets ukrainiens concernant le niveau trop bas des équipes de négociation et aux plaintes selon lesquelles les pourparlers portaient principalement sur des questions humanitaires en réponse à ces préoccupations, notre délégation, sur instruction du président Poutine, a proposé de rehausser sensiblement le niveau des responsables des équipes de négociation et de créer, au sein de celles-ci, 3 groupes, 3 volets de négociation, humanitaire, politique et militaire. Cela correspondait exactement à ce dont les négociateurs ukrainiens se plaignaient. Ils ont simplement disparu des écrans radars et, à l'automne, ils ont dit « Non, nous cessons ces négociations, nous sommes prêts à les reprendre à tout moment là où nous nous étions arrêtés ». Sans doute, cette année-là, quelqu'un a-t-il encore dit aux Ukrainiens de ne rien faire pour prolonger le dialogue, mais de continuer la guerre. Et voilà, ils font la guerre. Mais je le répète, chaque fois que le président s'exprime sur le sujet ukrainien, il souligne que nous privilégions sans ambiguïté un règlement politico-diplomatique. Ce règlement, dont les paramètres ont été discutés et globalement acceptés, à Alaska. Il y a près d'un an, lorsque les négociateurs américains ont proposé leur programme, leur schéma d'action, et que nous avons accepté ce schéma. Sa mise en œuvre supposait le début de négociations sur les détails du règlement politique. Mais, comme vous le voyez, je ne veux même pas soupçonner que l'Alaska, tout comme les actions européennes, ait été conçu pour gagner du temps afin de réarmer le régime de Kiev, je ne veux même pas y penser, mais en pratique, les choses se sont passées comme elles se sont passées. Au-delà des déclarations de Sergueï Lavrov, ce discours révèle surtout une bataille autour du récit de la guerre en Ukraine, qui a réellement bloqué les négociations et qui porte la responsabilité de l'absence d'accord. Le message central du ministre russe est clair, Moscou veut présenter le conflit non pas uniquement comme une confrontation militaire, mais comme l'échec d'une succession de processus diplomatiques. Lavrov revient notamment sur 3 périodes clés. D'abord, les accords de Minsk. Selon la version russe, ces accords auraient représenté une possibilité de règlement politique, mais leur application aurait été abandonnée progressivement par les acteurs européens eux-mêmes. Moscou accuse notamment Paris et Berlin de ne pas avoir imposé leur mise en œuvre. Ensuite, il évoque les discussions d'Istanbul. Là encore, Lavrov affirme que des compromis auraient été possibles, mais que des pressions extérieures auraient empêché leur aboutissement. Enfin, il aborde la question de l'Alaska, qui devient dans son discours un symbole beaucoup plus large, celui d'un processus diplomatique qui aurait pu ouvrir une voie vers un règlement, mais qui, selon lui, aurait finalement été remplacé par une logique de prolongation du conflit. C'est ici que son accusation devient particulièrement lourde. Lorsqu'il affirme « Je ne veux même pas penser que l'Alaska ait été nécessaire pour gagner du temps et réarmer Kiev », Lavrov ne formule pas seulement une critique diplomatique. Il suggère l'idée d'une stratégie occidentale visant à utiliser les négociations comme un moyen temporaire, et non comme une véritable recherche de paix. Mais cette déclaration doit aussi être replacée dans un contexte plus large. Du côté occidental et ukrainien, la lecture est différente. Les conditions posées par Moscou sont souvent considérées comme incompatibles avec la souveraineté de l'Ukraine, et les négociations sont vues comme impossibles tant que les positions fondamentales ne changent pas. Nous sommes donc face à 2 récits opposés. D'un côté, la Russie affirme « Nous avons proposé le dialogue, mais on nous a empêchés d'aller jusqu'au bout ». De l'autre, l'Ukraine et ses soutiens répondent « La paix ne peut pas signifier accepter des changements territoriaux imposés par la force ». Et c'est précisément là que se trouve le cœur du problème. Depuis le début de ce conflit, la question n'est pas seulement de savoir qui parle de paix, mais aussi quelle paix? À quelles conditions? Avec quelle garantie? Et surtout, qui est prêt à faire quelles concessions? Le discours de Lavrov montre également une autre réalité, malgré les tensions, la diplomatie n'a jamais totalement disparu. Même au plus fort de la confrontation, des canaux de discussion ont continué d'exister. La question aujourd'hui est de savoir si ces canaux peuvent encore produire un compromis, ou s'ils ne servent qu'à préparer une nouvelle phase du conflit. Car chaque mois qui passe transforme la situation. Les positions militaires évoluent. Les alliances changent. Les opinions publiques se fatiguent. Et le coût humain et économique augmente. Le véritable enjeu n'est donc peut-être plus seulement de gagner une bataille, mais de déterminer qui aura la capacité d'imposer les conditions du futur règlement. Alors, après avoir entendu les arguments de Sergueï Lavrov, une question reste ouverte. La diplomatie a-t-elle réellement échoué, ou a-t-elle simplement été utilisée comme un outil dans une guerre qui continue par d'autres moyens? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que les négociations peuvent encore aboutir à un accord durable? Ou sommes-nous face à un conflit qui ne pourra se terminer que lorsque le rapport de force aura changé? Abonnez-vous pour suivre les prochaines analyses, car derrière chaque déclaration diplomatique se cache souvent une bataille beaucoup plus grande, celle pour l'avenir de l'ordre mondial.
Je suis à fait vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo jusqu'ici. Alors, je suis à fait vous invite à liker, à commenter et également à partager, les amis, si ce que nous partageons ici est important. Je suis à fait vous remercier. Merci de tout cœur. Merci à toi, mon frère. Merci infiniment. Ciao.